Alors maintenant que l'on a vu ensemble toutes les bases qu'il y a à connaître sur PHP, ce que je vous propose c'est de mettre en pratique ce que l'on a vu depuis le début à travers quelques petits exercices avant d'attaquer la partie travaux pratiques. Et pour ce premier exercice, on va mettre en place un système de tableaux qui va permettre de consulter nos données. Donc j'ai ici des biens immobiliers, alors on en a à peu près une centaine, et mon objectif c'est de les présenter sous forme de tableau qui ressemblera à ça. On aura la possibilité de filtrer par une ville, donc en lançant une recherche pour trouver tous les biens qui sont dans la ville en particulier. On aura aussi la possibilité de cliquer sur les en-têtes afin d'organiser par une colonne particulière. Par exemple, quand je clique sur adresse, ça organise par adresse croissante, mais je peux faire la même chose sur le nom, le prix ou la ville. Et si je reclique dessus, ça organise dans l'autre sens, donc dans le sens décroissant. Enfin, on ne va pas afficher tous les 100 biens par défaut, on va en afficher que 10, ou 20 plutôt, et on aura la possibilité, via une petite navigation, d'aller à la page suivante ou à la page précédente. Voilà, donc l'objectif c'est de créer ça ensemble. Donc pour les données, je ne vais pas vous demander de les créer vous-même, je vous fournirai une petite base de données SQLite, donc c'est un simple fichier qui contient à la fois la structure des tables et les données. Donc c'est ce fichier-là qui va contenir notre centaine de biens et on a les colonnes suivantes. On a une colonne ID, Name, Price, qui est un nombre réel, donc un chiffre à virgule, Adresse et City. Donc l'idée c'est d'abord de commencer à essayer d'afficher un tableau qui va lister les 20 premiers biens. Donc je vous demande juste d'essayer de faire ça, donc vous coupez la vidéo et ensuite on corrige ça ensemble. On va donc commencer par créer notre premier fichier que l'on va appeler index.php qui contiendra notre tableau. À l'intérieur, comme d'habitude, je mets la structure HTML5 de base. Donc on mettra comme titre bien immobilier. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez et à l'intérieur du body, on va mettre notre tableau. Alors ce tableau, si vous voulez le styliser un petit peu, vous pouvez utiliser un framework CSS comme par exemple Bootstrap ou ce que vous voulez. Là, je n'ai pas forcément d'opinion sur comment vous voulez faire les choses. Moi, je vais juste importer le CSS de Bootstrap pour que ça ait une apparence un petit peu plus sympa. Donc, au niveau de notre tableau, ça va fonctionner de la manière suivante. On va avoir un table, on aura ensuite un THEAD, et à l'intérieur, on aura un TR. Donc, le TR va permettre de créer une nouvelle ligne, et on va créer à l'intérieur des TH qui contiendront nos différentes colonnes. Donc, on aura une première colonne qui affichera l'ID, une seconde colonne pour le nom du bien, une troisième colonne qui affichera le prix, donc on va mettre prix. Ensuite, on aura le nom de la ville et enfin l'adresse. Ensuite, pour remplir ce tableau, on aura un tbody, on aura un tr pour une première ligne et on aura notre premier bien. Donc on mettra ici l'id, ça sera par exemple l'id numéro 1. Ensuite, on aura le bien numéro 1. On aura ensuite le prix. Donc pour le prix, on va essayer de le formater convenablement en mettant un espace au niveau des millièmes et ensuite on affichera l'unité. Et vous avez compris le principe, on fera la même chose pour le nom de la ville et pour l'adresse. Donc si on a plein de biens, on va avoir plein de TR comme ça. Donc évidemment, nous en PHP, on utilisera une boucle pour générer ça. Au niveau de mon tableau, je vais lui donner une petite classe, histoire de le styliser convenablement, qui sera la classe table et table-script, qui va permettre de passer une ligne sur deux en gris. Pour vérifier que mon tableau fonctionne bien et que de manière générale c'est bien présenté, je vais ouvrir mon terminal et démarrer un nouveau serveur interne pour PHP. Donc on va démarrer sur le port 8000 et on va mettre un -d display_errors à 1 parce qu'on veut voir les erreurs. Bon, normalement, c'est correctement configuré sur mon php.ini, mais au moins, je suis sûr ici que ça les affichera. Donc, je vais me rendre sur localhost de .8000 sans rien mettre, et je vois bien que j'ai mon tableau avec ma première ligne. Donc maintenant, mon objectif, c'est de récupérer les informations provenant de la base de données. Donc, le code PHP, pour pas trop le mélanger, je vais le mettre au début de mon fichier. Donc, j'ouvre PHP et je ferme PHP. Donc d'abord, on va avoir besoin de se connecter à cette base de données SQLite. Donc on va utiliser pour cela PDO. Donc on fait un new PDO et on va lui passer le chemin vers la base de données. Donc on va lui dire on est ici sur du SQLite et la base de données se situe au même niveau et s'appelle data.sql. Je ne vais pas avoir de login ni de mot de passe. Par contre, je vais en profiter pour préciser des options au niveau de PDO. Donc d'abord, je vais définir le fetch mode à utiliser. Donc c'est fetch mode default.
Donc vous pouvez utiliser l'autocomplétion, hein, si vous ne connaissez pas toute tête, ce qui est mon cas, ça va vous aider. Donc au niveau du fetch mode, on va utiliser un tableau associatif. Donc on fait PDO de points et on tape juste assoc, voilà, pour que ça nous propose des solutions. Ensuite, on va préciser aussi le default error mode, donc le mode d'erreur à utiliser. Donc c'est l'attribut error mode. Et on va mettre exception. Comme ça, si jamais on a une erreur au niveau de notre requête SQL par exemple, on aura une exception qui sera renvoyée et on pourra la détecter un petit peu plus facilement. Maintenant que l'on a cette connexion, on va pouvoir faire notre requête SQL. Alors si vous ne connaissez pas les méthodes de par cœur, ce qui est tout à fait possible, hein, même moi je ne les connais pas, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous baser sur l'autocomplétion. Par exemple, je ne sais pas ici si je devrais plutôt utiliser query ou exec. Donc si je tape exec, je peux regarder la documentation en live ici, et on voit que ça retourne un entier ou un false. Donc moi, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc si je regarde query, donc query, ça prendra une requête, et au niveau de son retour, ça renvoie un PDO statement. PDO statement sur lequel je pourrais faire un fetch ou un fetch all. Donc c'est plutôt cette méthode que je veux utiliser. Donc au niveau de la requête, je vais lui dire sélectionne tous les champs qui sont dans la table product. Je n'en veux que 20, donc je vais rajouter une limite. Cette méthode va me retourner un PDO statement et dessus je peux utiliser la méthode fetchAll pour récupérer tous les enregistrements. Je ne précise pas de style parce que j'ai déjà précisé le style à utiliser par défaut ici. Donc le résultat de cette requête, je vais le sauvegarder dans une variable que je vais appeler products. Si je veux vérifier que j'obtiens bien mes produits, je peux utiliser la fonction dd du debugger de Symfony. Alors pour l'instant, je n'ai pas utilisé Composer, donc je n'ai pas accès à cette fonction dd. Si j'essaie de réactualiser ma page, je vais bel et bien tomber sur une erreur. Donc on va initialiser Composer, on va ouvrir un nouveau terminal et on va faire un coup de Composer init et on va rajouter -no-interaction ou simplement -n pour pas qu'il nous pose des questions. Et comme ça, il génère directement le fichier composer.json. Tout de suite, on peut faire un composer require et on va chercher symfony/var-dumper, histoire d'avoir accès à ce petit outil DD qui est plutôt pratique. Donc juste avant mon code, pendant qu'il est en train de faire l'installation, je vais faire un require et je vais aller charger dans le dossier vendor le fichier autoload.php, histoire de pouvoir avoir accès à toutes ces choses-là. Donc maintenant, si je réactualise ma page, je vois bien que je me retrouve avec un tableau de taille 20 qui contient l'ensemble de mes produits. Donc vu que j'ai ce tableau, je vais pouvoir utiliser une petite boucle for each pour itérer et afficher plusieurs lignes dans mon tableau. Donc attention à bien réfléchir, il faut bien mettre le for each avant le tr, parce que c'est chaque ligne que l'on veut répéter. Donc on va lui dire pour chaque produit as produit, hop, et on ferme notre for each. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer les choses. Donc là, je vais faire un dièse suivi de l'id. Donc l'id, c'est product, et le nom du champ, c'est id. Pour le nom du bien, c'est très simple, on va directement l'afficher. Donc on imagine que dans la base de données, les données sont saines. On ne va pas faire de HTML, on ne va pas avoir besoin ici d'échapper les choses et de mettre un HTML entities par exemple. Ensuite, pour le prix, alors là ça va être un peu plus compliqué, mais pour l'instant je vais me contenter de juste afficher le prix. Donc, pas du tout formaté. La ville, donc ça sera product, city. Et enfin, on va finir par l'adresse. Donc ça sera product, adresse. Donc avec 2D et 2S. Donc si je reviens sur ma page et que je réactualise, ça va mettre un petit temps à charger, mais on voit qu'on a maintenant les 20 premiers biens de notre base de données. Donc ça s'affiche convenablement, si ce n'est la partie prix qui ne me va pas. Donc pour gérer ça, vous pouvez utiliser une fonction en PHP qui s'appelle numberFormat, qui vous permet de formater des nombres. Donc c'est number_format, et on va directement voir à quoi ça ressemble dans la documentation. Donc vous pouvez lui passer 2 ou 4 paramètres. Nous, c'est plutôt la seconde version. On lui passe en premier paramètre un nombre, en second paramètre le nombre de décimales que l'on veut, le séparateur qui va servir à séparer les décimales, et le séparateur qui va servir à séparer les milliers. Donc c'est idéal parce que nous, on veut rajouter un espace ici. Je peux donc appliquer un numberFormat ici, donc ce sera number_format.
On est sur des biens immobiliers, du coup en général on n'a pas un bien qui coûte 100 000,30 €, on joue pas au centime près, donc on va mettre 0 décimal. Le séparateur des décimales on s'en fiche un petit peu, par contre le séparateur des milliers on va mettre un espace. Voilà, donc là on a notre fonction qui va permettre de formater convenablement les choses. Si maintenant je reviens sur ma page et que je réactualise, ça donne un chiffre qui est plus lisible pour un humain. Si vous vous dites que peut-être plus tard vous avez l'intention de réutiliser ce genre de choses, vous pouvez vous dire ça serait intéressant de créer une méthode que je vais pouvoir réutiliser. Du coup, on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler SRC, et à l'intérieur on va y mettre des classes qui vont contenir du code que l'on va avoir besoin de réutiliser. Alors pour le coup, je m'imagine simplement par exemple avoir une méthode qui s'appelle price, je lui donne un prix, et on s'imagine pouvoir lui passer en second paramètre la monnaie à utiliser, par exemple euro. Et si on ne lui passe aucune monnaie, vu qu'on est sur des sites qui seront principalement français ou européens, on mettra euro par défaut. Donc on n'aura besoin que de faire ça. Histoire de ne pas forcément mélanger ces fonctions-là, on va les mettre dans une classe où il n'y aura que des méthodes statiques. Donc par exemple, on aura quelque chose comme number format, price. Ou number, price. À vous de voir comment vous voulez faire les choses. Donc, dans mon dossier SRC, je vais créer une nouvelle classe et on va l'appeler number format. Ou number helper. .php. Je vais me situer dans un namespace qui va être un namespace qui sera propre à mon application, c'est le namespace app. Et je vais donner comme nom de classe le même nom que mon fichier. Donc ça c'est important pour tout ce qui est autoloader. Je vais ensuite créer ma fonction, donc public, static, function, price. Elle prendra en premier paramètre un float, donc un nombre à virgule, et on va l'appeler number. Ça retournera quoi? Ça retournera une chaîne de caractères qui sera le nombre convenablement formaté. Maintenant, je vais, à l'intérieur de cette fonction, il me suffit simplement d'utiliser number format comme je l'avais fait. Donc, je lui passe en premier paramètre le nombre, aucun chiffre après la virgule, je lui dis on ne va pas avoir de décimale, et on va avoir un séparateur. Et juste après, on a dit qu'on allait avoir le sigle concernant la monnaie. Donc je vais pouvoir lui dire en second paramètre de cette fonction, j'attends une chaîne de caractères qui sera le sigle et qui par défaut aura la valeur euro. Maintenant, après mon number format, je mets un espace suivi du sigle. L'avantage, c'est que si demain j'ai besoin de réutiliser ce code-là, je pourrais réutiliser justement ce helper-là. Donc si je reviens dans mon index.php, il faut ici que je lui dise je veux utiliser le number helper. Alors je ne sais pas s'il va bien me l'auto-compléter. Donc dès que j'ai appuyé sur entrée, on a vu que ça a sauté un petit peu, parce que tout en haut de notre code, il a mis le use. Et vous pouvez même choisir de gagner du temps en renommant ça. Vous pouvez mettre un alias, comme ça vous permet de pouvoir l'utiliser plus simplement. Alors moi je suis pas forcément fan des alias, parce que quand on voit le code, on a du mal à savoir à quoi ça fait référence. Si vous voyez number helper, vous savez que ça utilise la classe justement number helper. Donc je suis pas forcément un très grand partisan des alias à ce niveau-là. Donc là ça devrait fonctionner, mais par défaut il ne va pas trouver cette classe-là. Il va falloir indiquer via notre composer.json comment charger les classes du namespace app. Donc on va rajouter une nouvelle clé que l'on va appeler autoload. À l'intérieur on va mettre une clé psr4. Et on va lui dire le namespace app, il se situe dans le dossier src. Histoire de mettre à jour notre autoloader, on fait un coup de composer dump autoload. Ça va mettre à jour le fichier autoload.php, et maintenant si je réactualise la page, ça refonctionne convenablement. Donc on a un système qui permet de bien formater les prix sur notre site. Maintenant, on va mettre en place le champ de recherche. Donc l'idée, c'est d'être capable de rechercher par rapport à une ville. Donc au niveau de l'HTML, ça va être plutôt simple. Avant notre tableau, on va créer notre formulaire. Donc je crée un formulaire qui utilisera la page courante, donc je ne mets aucune action à ce niveau-là. Et je ne précise pas de méthode parce que je veux utiliser les paramètres dans l'URL. Donc je veux que ça soit posté en get. Ensuite, je vais créer mon premier champ. Donc je crée une div qui aura la classe formGroup. Et à l'intérieur, je crée mon champ qui aura la classe form-control. Donc ça sera un champ de type texte et on va lui donner comme nom Q.
C'est pour le coup une petite convention. Quand on a des recherches, si vous allez sur des moteurs de recherche, c'est Q qui est utilisé comme paramètre. Donc pour respecter ça, et ça aide aussi les moteurs de recherche à savoir que c'est une recherche, j'utilise le même type de paramètre. Après, je vais créer un bouton qui aura la classe btn et btn-primary, qui permettra de soumettre justement les informations, et on mettra ici rechercher. Et on rajoutera peut-être au niveau de notre champ un placeholder pour dire rechercher par ville. Donc notre formulaire est correct, il va s'afficher au-dessus. On va peut-être mettre un petit H1 pour mettre les biens immobiliers. Et on va rajouter un peu de padding parce que tout ça c'est collé au bord, et on mettra un P-4. Voilà, c'est un petit peu plus sympa, et peut-être au niveau de notre formulaire, un MB-4 pour avoir une marge en dessous du formulaire. Donc je vais taper ma recherche, on va s'imaginer taper vaille, mais on ne la complète pas, on refait une recherche vraiment à moitié. Je clique sur rechercher, on voit que le paramètre apparaît bien au-dessus, et maintenant il nous faut faire la requête SQL pour filtrer les résultats. Donc tout en haut, ça veut dire modifier cette requête-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sauvegarder dans une variable. Donc je vais faire $query égale cette requête. Maintenant, on va vérifier est-ce que dans les paramètres de l'URL, on a Q. Donc if différent de empty $_get Q, ça veut dire que l'on a un paramètre Q dans l'URL. Dans ce cas-là, on peut dire je vais modifier ma requête et rajouter un where city like pourcentage. Donc ça permet de dire n'importe quel caractère situé avant ce que je cherche et n'importe quel caractère situé après. Et là, par exemple, on chercherait vaille, où on pourrait être tenté, alors c'est une très mauvaise chose et on va le voir pourquoi, de mettre directement ici ce qui est passé dans l'URL, comme ceci. Donc on essaie de rajouter ça à notre requête SQL. Et on rajoute un petit espace pour que quand on concatène la chaîne, ça fonctionne convenablement. Bon, si on fait ça, on va avoir plusieurs problèmes. Le premier, si je réactualise, c'est qu'on nous dit que query attend un paramètre. Parce qu'effectivement, il faut lui envoyer le paramètre. Le second problème que l'on va avoir, c'est une exception. Il dit, je n'arrive pas à trouver je ne comprends pas pourquoi tu as mis un where. En effet, le where doit être placé avant le limit. Donc ça veut dire qu'on doit retirer cette partie-là de la requête, rajouter notre where, puis après seulement, rajouter notre limite. Autre petit point, le like ici ne va pas fonctionner parce qu'il faut entourer ça de guillemets. Donc je vais mettre un double guillemet avant et après notre pourcentage. Si maintenant je réactualise la page, on voit bien que ça me donne que les biens qui sont dans les villes, qui contiennent le mot-clé qui est recherché. Donc si je cherche juste AI, ça va me donner tous les biens qui sont dans une ville qui contient AI. En revanche, le souci que l'on a, c'est que si quelqu'un met quelque chose avec des guillemets, ça génère une erreur. Parce qu'il faut vraiment s'imaginer que quand vous faites de la concaténation, lui, au niveau du code, il va remplacer ce getQ par quelque chose qui ressemblera à ça. Du coup, c'est une requête qui ne veut plus rien dire. Au-delà de ça, le risque, c'est que quelqu'un qui connaît SQL va pouvoir faire de l'injection, modifier votre requête pour faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc là, typiquement, on doit utiliser une requête préparée. Donc on va avoir d'un côté la requête, et de l'autre côté les paramètres. Donc je vais créer une variable qui sera un tableau vide qui contiendra les paramètres. Ensuite, ici, lorsque je vais faire mon like, je vais lui dire, plutôt que de directement te mettre les données, ce qui est dangereux, je vais lui dire, tu auras un paramètre qui s'appellera city. Et je remplis mon tableau en lui disant, maintenant, on aura une clé city, et cette clé city aura comme valeur pourcentage, suivi du paramètre qui a été renvoyé dans l'URL, suivi de pourcentage. Donc on sépare d'un côté la requête et les paramètres. Maintenant, il faut que je change cette partie-là. Donc on ne va pas directement faire une query, mais on va utiliser une requête préparée. Donc on va l'appeler statement, égale PDO, prépare, et je lui demande de préparer ma requête. Maintenant que ce statement est préparé, je vais lui demander de l'exécuter. Donc statement, execute, et je veux que tu exécutes avec les paramètres que je vais avoir construits au fur et à mesure.
Enfin, je n'ai plus qu'à faire un fetch all pour récupérer les résultats. Donc là, je fais statement fetch all. Je sauvegarde, je reviens sur ma page, et ça fonctionne bien. Je n'ai plus d'erreur, et je n'ai aucun bien parce que cette recherche ne veut rien dire. Je retape AI, et je vois que ça fonctionne bien. Donc là, on s'est prémuni contre les injections. Je vais juste commenter, recherche par ville. Autre petit point qui me chagrine un petit peu, j'aimerais bien que la recherche qui a été faite ici soit affichée dans le champ. Donc, tout de suite, je descends et je vais me mettre dans mon champ et lui dire ici, je veux que tu utilises comme valeur ce que l'on a dans $_getQ. Alors si vous faites ça, vous allez avoir plusieurs problèmes. Le premier, c'est que quelqu'un peut mettre du code HTML et casser votre code. L'autre souci, c'est que si vous avez une page qui est chargée sans paramètres dans l'URL, ben ça va créer une erreur, et c'est ce que l'on voit ici. On me dit, cet index-là n'est pas défini. Donc pour éviter cette erreur-là, je lui dis, soit la valeur est définie, soit je veux que tu mettes nul, c'est-à-dire que tu ne mettes rien du tout. Si je réactualise, ça corrige ce problème-là. Par contre, ça ne corrige pas le problème où quelqu'un se met à écrire n'importe quoi. Dans ce cas-là, on doit entourer tout ce code-là de HTML entities pour lui dire convertis tous les caractères spéciaux en caractères HTML. Si je réactualise ma page et que je regarde le code source qui a été généré, je vois bien ici que le guillemet qui est au début de la chaîne a été converti en caractère HTML. Alors que si je n'avais pas le HTML entities, mais ce caractère s'afficherait et casserait notre code HTML. C'est ce que Firefox nous montre ici. Là, il y a un problème, ce code n'est pas possible. Voilà. Donc pensez bien, dès que vous avez quelque chose qui est émis par l'utilisateur, à faire un HTML entities ou à échapper via des requêtes préparées. Maintenant, nous allons mettre en place la pagination. Alors pour la pagination, on va partir sur quelque chose de plutôt simple. On va pas faire une pagination avec des nombres, c'est un peu plus compliqué. On veut juste mettre page suivante ou page précédente. Donc si je retire ma recherche, voilà, il faut justement avoir des petits boutons en dessous. Alors pour faire une pagination, il n'y a pas vraiment de miracle, il faut d'abord savoir combien on a de résultats dans notre tableau. Donc ça veut dire faire une première requête qui permet de récupérer le nombre de résultats. Cette requête, je vais aller la placer en dessous de notre première et on va l'appeler query count. Query count, ça sera un select, on fait un select count et on va récupérer tous les enregistrements qui ont un ID de défini, donc ça nous donnera toutes les lignes, from products. Vu que je récupère un tableau associatif, je vais nommer cette information count. Voilà, histoire de pouvoir avoir une clé plus facilement récupérable. Ensuite, un petit peu plus bas, je vais pouvoir faire une requête préparée, donc on va aussi l'appeler statement. On fait un PDO, prépare, et on va préparer notre requête query count. Ensuite, on exécute notre requête, donc on fait un statement execute, et on récupère le nombre total, donc on va appeler la variable count, et on fait un statement fetch, parce qu'on ne récupère qu'une seule ligne, et on récupère directement la clé count. Et juste après, je vais faire un DD pour voir de quoi il en retourne. Donc je réactualise ma page, et ça me donne bien 100, mais on voit que ça me donne 100 sous forme de chaîne de caractères. Si vous voulez forcer les choses, vous pouvez mettre ici entier devant et ça convertira ça sous forme d'entier. Donc là, on a notre nombre total et on a envie de savoir combien de pages il y a. Donc pour connaître le nombre de pages, il faut diviser ce nombre total par le nombre d'éléments que l'on aura par page. Donc ici, c'est 20 éléments. Si par exemple on avait 30 éléments, il faudrait 2 pages. Donc ça veut dire qu'on va diviser notre nombre total par le nombre d'éléments par page et on va prendre la valeur supérieure, quelle que soit la décimale que l'on aura. Donc je me dis ça pourrait être intéressant d'avoir une constante qui contiendra le nombre d'éléments par page. Donc tout en haut, je vais créer une constante qui va s'appeler per page et on va lui donner comme valeur 20. Comme ça, plus tard, si j'ai envie de changer la taille de la pagination, je ne vais pas avoir à m'embêter, j'aurai cette fameuse constante par page. Pour connaître le nombre de pages, on avait dit, on fera un $page égale le nombre total, count, divisé par la constante per page.
Si je veux arrondir systématiquement à la virgule supérieure, il faut que j'utilise Ceil. Donc vous avez deux fonctions qui sont Ceil et Floor. Donc Ceil, ça veut dire plafond en anglais, ça veut dire que ça va toujours en fait prendre la virgule supérieure. Si vous avez 2,1, ça donnera 3. Floor fait l'inverse, c'est que si vous avez 2,8, ça donnera toujours 2. Donc nous, dans notre situation, c'est plutôt Ceil qui est indiqué. Et ensuite, on va débugger. Après, dans mon cas ici, j'ai pile poil en fait sans enregistrement, donc ça va bien me donner 5. Et finalement, je me dis que ça serait peut-être sympa de nommer ça page avec un S pour représenter le nombre total de pages. Du coup, maintenant que j'ai cette variable-là, je vais pouvoir lui dire, en dessous de notre tableau, if $page est supérieur à 1, ça veut dire que j'ai plus d'une page, dans ce cas-là, je dois afficher le lien vers la page suivante. Donc ici, je vais mettre un petit lien. On ne réfléchira pas pour l'instant au contenu du lien et on lui donnera comme classe btn et btn-primary. Et on mettra page suivante. Alors comment gérer la pagination? La méthode la plus simple, c'est de s'imaginer avoir un paramètre dans l'URL comme p égale 1 pour la page 1, p égale 2 pour la page 2, p égale 3 pour la page 3. Donc au niveau de ma pagination, je vais simplement mettre point d'interrogation p égale 2 pour aller à la page numéro 2. Après évidemment, il faudra dynamiser ça. Donc je réactualise ma page, je clique ici sur page suivante et je devrais voir les résultats de la deuxième page. Donc il va me falloir traiter ce paramètre p. Donc tout en haut, on va le faire après la recherche de ville. On va mettre pagination. Donc on va récupérer le numéro de la page. Donc le numéro de la page, on le récupère en faisant $get p. Par contre, ça peut ne pas être défini. Donc on va dire que par défaut, ça prendra comme valeur 1. Ça veut dire on est sur la première page. Et pour n'avoir aucun problème si l'utilisateur envoie n'importe quoi, on va convertir tout ça sous forme d'entier. Donc on convertit ce résultat-là. Comme ça au moins, on sait qu'on a un entier, on n'a plus de problème après. Ce que l'on peut faire alors, c'est utiliser cette variable-là pour automatiquement afficher la page suivante. Donc ici, je lui dis affiche page plus 1. Donc si on est sur la page 2, il ira vers la page 3. Si on est sur la page 3, il ira sur la page 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on voit bien que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est refléter les changements au niveau de la requête. Donc pour décaler nos enregistrements, il faut rajouter en plus du limit un offset. Donc si on voulait par exemple 20 enregistrements à partir de l'enregistrement 1, enfin à partir de l'enregistrement 20, on ferait un limit 20, offset 20. Et dans ce cas-là, ça nous montrerait les enregistrements de la deuxième page. Ce qu'il nous suffit donc de faire, c'est calculer l'offset à partir de la pagination. Donc pareil, on va dire if $page est supérieur à 1. Dans ce cas-là, on va dire que l'offset, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à la page courante, moins 1, multiplié par 20, multiplié par le nombre d'éléments par page. Donc si on est sur la page 1, ça fait 0 fois 20, ça fera 0. Et effectivement, on veut les premiers enregistrements. Si on est sur la page 2, on fera 1 fois 20, ça fera 20. Si on est sur la page 3, ça fera 3 fois 20. Vous avez compris le principe. Donc on fait $page moins 1 multiplié par le nombre d'éléments par page. Cette valeur offset, on va lui donner une valeur initiale qui sera la valeur 0. Ou même, je me dis, finalement, cette condition, elle sert peut-être à rien. On peut mettre ça comme ça. Je rajoute maintenant cet offset à notre requête SQL. Donc, je mets offset et je vais mettre la valeur offset. Alors ici, je n'échappe rien parce que je sais que je vais avoir un entier. Donc, un entier ne peut pas poser de problème au niveau de notre requête SQL. Donc je réactualise ma page et je vois bien que sur la page numéro 2, il m'affiche bien ça. Je vais continuer, je clique sur page suivante, page suivante, page suivante. Et là j'ai un problème parce qu'il continue à me proposer page suivante alors que cette page-là, la page numéro 6 n'existe pas. Donc il faudrait lui dire n'affiche pas ça. Donc ma condition en bas n'est pas suffisante, je vais lui dire et que page est strictement inférieure au nombre de pages au total. Donc si on a 5 pages et que la page courante c'est 5, dans ce cas-là tu n'afficheras pas le résultat. Si je réactualise la page, on voit bien qu'il disparaît. Je reviens sur la page numéro 4, il réapparaît.
Maintenant, on doit faire la même chose en sens inverse. Donc on va reprendre ce lien-là, on va reprendre carrément tout, et on va mettre un lien page précédente. Ce lien-là, il doit décrémenter, donc ça sera page -1. Et quand est-ce qu'il devra s'afficher? Donc il faut qu'il y ait plus d'une page, ça paraît évident. Et il faut aussi que la page courante soit supérieure à 1. Donc on mettra et que la page courante soit strictement supérieure à 1. Parce que si on est sur la première page, ça n'a aucun intérêt de revenir en arrière. Donc là, on retente, page précédente, page précédente, page précédente, et ça fonctionne bien. Alors peut-être un petit détail, c'est qu'on n'a pas pris en compte un croisement de données. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je recherche toutes les villes qui ont la lettre A? Je vais tomber peut-être sur un petit peu moins d'enregistrements. Dans ce cas-là, ce n'est pas très pertinent d'afficher la page suivante. De la même manière, si je venais quand même à cliquer sur page suivante, je perds la recherche qui a été faite. Donc là, on a un problème, nos deux systèmes n'interagissent pas convenablement entre eux. D'abord, il faut changer le système de comptage. Notre requête qui compte les enregistrements doit prendre en compte justement cette condition. Donc ce que l'on peut faire, c'est rajouter aussi la condition sur le query count. Donc on rajoutera en fait la même condition. Ensuite, pour la requête préparée, on va utiliser les mêmes paramètres, parce que finalement les deux requêtes sont influencées de la même manière. Ensuite, je vais débugger pour juste savoir combien j'ai d'enregistrements, pour vérifier que j'ai plus d'enregistrements que 20 enregistrements. Donc je réactualise ma page et ça me donne 55, impeccable. Donc, on garde ça en tête, ça nous servira pour tester les choses. Donc le second problème, c'est page suivante. Quand je vais à la page suivante, je perds les informations. Alors là, c'est un truc qui est toujours un petit peu compliqué, mais finalement, on peut s'en sortir assez rapidement. On a besoin de construire une URL qui contiendrait les paramètres qui sont déjà présents, plus les paramètres que l'on souhaite. Donc la solution pour ce genre de souci-là, elle est assez simple. On a un tableau qui permet d'avoir tous les paramètres, qui s'appelle get. Ce tableau, on va le fusionner avec un autre tableau qui contient ce que l'on souhaite avoir. Par exemple, on ferait un array_merge. On lui dit prends ce qui est déjà en paramètre dans get, et je vais rajouter un nouveau tableau qui contiendra par exemple la page. Je vais aller sur la page numéro 3. Et ça pour l'instant on va le débugger. Ça nous donnera alors un tableau qui contiendra le premier paramètre, Q, et le second paramètre que je souhaite injecter. Si je veux convertir ça en URL, je peux utiliser une fonction qui s'appelle http:/build_query. Hop. Dans ce cas-là, ça va me construire ce paramètre-là. Donc au niveau de l'URL, il me suffit simplement de rajouter ça. Si vous dites que cette combinaison de fonctions est plutôt utile, vous pouvez vous créer une classe qui contiendra une méthode utile. Moi, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler urlhelper.php. Je vais me situer donc dans le namespace URL, app plutôt. La classe va s'appeler urlhelper. Et on va avoir une méthode statique, public, static, function. Et on va l'appeler with param. On lui donnera en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le paramètre, par exemple p, et ensuite une valeur. Donc en général, ce sera vraiment une chaîne de caractères qui sera la valeur. Donc on va l'appeler value. Ce que ça fait, c'est que ça fait le code que l'on a écrit. Donc je retourne ce résultat-là. La clé de mon tableau, ça sera param. La valeur de mon tableau, ça sera value. Et ensuite, je lui dis que ça retourne une chaîne de caractères. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Et maintenant, au niveau de mes petits boutons, j'ai juste à lui dire, alors on retire cette partie-là, on retire cette partie-là. On va utiliser notre URL helper. Alors, je vais mettre un petit espace avant. Et on utilisera with param. On lui dit, j'aurai un paramètre p, et sa valeur sera $page -1. Et c'est comme ça. Alors, pourquoi il râle?
Parce qu'on s'attendait à avoir une chaîne de caractères et on a effectivement pas une chaîne de caractères. Donc je vais me dire ici, le type n'est pas nécessaire, il se débrouillera pour faire la conversion au moment de la concaténation. Et je vais faire la même chose à cet endroit-là. Sauf que là, ça sera un page plus 1. Donc si je réactualise ma page, je vais dézoomer, on va revenir au zoom à 100%, on ne voit pas notre bouton pagination, ce qui veut dire qu'il y a sûrement une erreur au niveau de ces variables-là. Donc on ne panique pas, on va débugger les choses. Donc on fait un DD, on débug page et on débug page pour voir si on a une incohérence. Donc on voit que le nombre de pages c'est bien 3 et on est bien sur la page numéro 1. Donc ça ne devrait pas poser problème. Si je rescrolle un petit peu en dessous, les conditions ne semblent pas erronées. Donc ça veut dire qu'on a un autre problème. Alors ce qui peut se passer, c'est que vous avez parfois des erreurs, et vu qu'elles s'injectent un peu bizarrement dans le code HTML, elles ne sont pas visibles. Donc si vous avez ce genre de problème, vous regardez dans le code source, et là, si je descends, on voit qu'il me dit, il y a un unexpected à la ligne 9 de mon URL helper. Donc effectivement, j'avais laissé une erreur ici, que j'ai pas forcément détectée, et du coup, elle était générée dans le code HTML et elle reste invisible. Donc faites attention, vous pouvez vous faire avoir parfois sur ce genre de choses. Donc là, je réactualise, j'ai bien le page suivante une fois, page suivante 2 fois, et ça disparaît, parce qu'on n'avait que 3 pages, vu qu'on avait 55 résultats. Donc là, on a terminé avec la pagination. Dernier point qui nous reste à mettre en place, l'organisation. Donc on veut pouvoir cliquer sur le nom et que ça organise par nom croissant. Et si on reclique, ça organise par nom décroissant. Donc pour gérer ça, on va s'imaginer avoir un premier paramètre que l'on va appeler sort, qui prendra le nom du champ que l'on souhaite utiliser pour l'organisation. Et on aura un second paramètre qui s'appellera dir pour la direction, qui sera soit ask, soit desk. Donc on va rajouter cette partie-là. Donc on va la mettre après la recherche par ville et avant la pagination, parce que ça doit se faire avant le limit et le offset. Donc on mettra organisation. Cette organisation ne se fera que si le paramètre sort est présent dans l'URL. Dans ce cas-là, on a besoin de trouver la direction. Donc la direction, ça sera le paramètre dir. Alors par contre, ce paramètre ne peut ne pas être défini. S'il n'est pas défini, on mettra ask par défaut. Autre chose, il peut être défini par un utilisateur malveillant et il peut essayer de mettre n'importe quoi. Donc nous, on n'autorise que deux valeurs qui sont ask ou desk. Donc dans ce cas-là, on va prévoir le coup, on va mettre if différent de inArray. Est-ce que direction est dans le tableau ask et desk? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on redéfinit direction et on force ask. Ces trois lignes permettent de s'assurer que direction n'est que la valeur ask ou desk et aucune autre valeur. Donc inArray permet de vérifier qu'une valeur est dans un tableau. De la même manière, on ne veut pas que tous les champs soient sortables. On voudrait que seuls les champs name, id et ceux présents dans la base de données soient réorganisables. Donc je vais créer une variable que je vais appeler sortable qui va contenir les champs qui sont réorganisables. Donc ça sera id, name, city, price et adresse. Au final, tous les champs. Mais on pourrait s'imaginer un système où certains champs ne seraient pas filtrables. Je vais pouvoir ajouter donc une condition au niveau de mon organisation. C'est vérifier que getSort correspond à un de ces champs. Donc on va mettre et inArray, getSort est dans le tableau sortable. Maintenant, je peux travailler avec ma requête SQL en toute sérénité et lui dire je veux rajouter à notre requête un order by, le nom du champ, donc ça sera cette valeur-là. Donc elle a été filtrée, je sais que ça correspond à ça, donc je n'ai pas besoin forcément de requête préparée ici. Donc je peux injecter les choses comme ça, et ensuite mettre la direction. Ça devrait maintenant fonctionner, et je vais réactualiser ma page, et ça me donne bien les éléments organisés par nom décroissant, et si je mets un desk ici, c'est par nom décroissant. Si je filtre par prix, ça fonctionne convenablement. Donc ce qui nous reste à faire, c'est la partie visuelle qui permettra à l'utilisateur de cliquer ici.
Donc dans mes différents TH, je vais avoir des choses à faire. Alors je me dis, ça va être un peu compliqué et en plus de ça, on va devoir le répéter pour chacun de mes champs. Donc ça peut être intéressant de séparer ça dans une fonction que l'on va pouvoir réutiliser. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler table-helper, qui permet de contenir toutes les tables, enfin toutes les méthodes qui ont attrait au tableau. Je me situe toujours dans le namespace app et je crée une classe table-helper. À l'intérieur, je vais avoir une fonction statique que je vais appeler sort. Alors je vais devoir réfléchir aux paramètres et globalement ça nous renverra du code HTML, qui sera le code HTML du bouton ou de notre TH. Au niveau des paramètres, je pense avoir besoin de 3 paramètres. Le premier, ça sera le nom du champ. Par exemple, ici, ça correspondrait à ID, name, price, city et adresse. Le second paramètre serait le label à utiliser. ID, nom, prix, ville, adresse. Le troisième paramètre serait ce que l'on a dans l'URL, donc directement $_get. Donc ça donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc là, hop, on mettrait table helper, il va automatiquement importer en haut, sort. Je lui donne ID, le label et les paramètres dans l'URL. C'est toujours intéressant quand vous créez une fonction qui est un peu complexe de ne pas dépendre des paramètres de l'URL et de lui envoyer les paramètres. Parce que ça veut dire que si demain vous avez un autre tableau et que vous voulez utiliser ce tableau, vous pouvez le faire. Alors que si vous utilisez directement $get à l'intérieur de votre fonction, vous allez être bloqué. Voilà, c'est pour ça que ici je choisis de lui envoyer le tableau. Hop. Donc là on aura name et nom. Ensuite on aura price et ça sera prix. On aura city, ça sera pour la ville. Et enfin on aura l'adresse qui sera adresse. Et il n'y a qu'un seul D. Au niveau de notre table helper, on peut maintenant définir la signature de notre fonction. Un premier paramètre, ça sera une chaîne de caractères qui sera la clé. On va l'appeler sortKey. Un second paramètre, ça sera le label à utiliser. Et un troisième paramètre, ça sera les données. Donc là, on va l'appeler data tout simplement, et ça sera un tableau. On va extraire de ce tableau les choses qui nous intéressent. Donc on va extraire sort, et on va dire que c'est data, et on récupère la clé sort. Donc c'est comme si on faisait $get sort. Et on va lui dire que si cette clé n'existe pas, on mettra nul. Ensuite, on récupère la direction. Donc la direction, c'est data de dir, et on va lui dire que ça aura la valeur nulle. Si plus tard vous voulez changer ces paramètres-là, je ne sais pas pourquoi vous pourriez avoir envie de le faire, vous pourriez créer des constantes. Par exemple, qu'est-ce qui servirait de clé pour l'organisation? Ça serait sort. Vous pouvez aussi lui dire qu'est-ce qui sert de clé pour la direction. Donc ça sera toujours dir. L'avantage, c'est que si plus tard vous avez plein de méthodes et vous avez besoin de changer ce genre de paramètres, vous pouvez le faire plus simplement parce que vous l'avez défini qu'une seule fois. Donc là, on lui dit, utilise plutôt la constante sortKey et dirKey. Après, ce n'est pas obligé, si ça vous perturbe plus qu'autre chose, ne le faites pas, c'est pas bloquant. Maintenant que j'ai ces deux variables, je vais retourner le code HTML. Donc on va utiliser de la syntaxe redoc. Donc je ne sais plus sur quelle version de PHP je suis, mais si vous avez une version suffisamment récente, vous n'êtes pas obligé de mettre cet élément à la ligne. Donc là, à vous de voir. On va essayer. On va juste faire un test. On va mettre démo. Juste pour voir. Donc je réactualise. Ouais, ça me sort une erreur. Donc effectivement, je ne suis pas sur une version suffisante. Nous, évidemment, ici, on ne veut pas démo, mais on veut le vrai label. Donc on mettra directement la variable label qui contiendra ville, adresse, ce genre de choses. Ce label, on va l'entourer d'un lien. Donc on mettra un href et ce lien permettra d'organiser les choses. Donc ce lien, il faut faire attention, on va avoir besoin de lui rajouter justement des paramètres. On lui rajoutera un paramètre pour définir sort. Donc ça sera par exemple sort égale sortKey. Et on lui rajoutera un autre paramètre qui sera la direction, qui sera soit ask, soit desk suivant les cas. Et en plus de ça, il faut penser à retenir s'il y a une recherche qui a été faite. Donc on va avoir besoin de réutiliser notre URL helper. Par contre, on aura besoin de lui envoyer peut-être plus de paramètres. Parce qu'on a besoin à la fois de définir sort et direction. Donc je me dis dans mon URL helper, je vais créer une autre fonction, donc public,
static function et on va l'appeler with params. Ça prendra simplement un tableau qui sera un tableau associatif qui contiendra les paramètres que je souhaite rajouter. Et ça retournera une chaîne de caractères. Ce que ça fera, c'est que ça fera un return http build query remerge, on va fusionner $get avec le tableau associatif. Ici, c'est params. Le problème, c'est que je ne peux pas utiliser cette fonction ici, parce que je pourrais être tenté de faire un $URL égale URL helper, with params, et je lui passerai mon tableau de données, qui serait donc sort, qui serait égal à sortkey, donc la clé de réorganisation, et par défaut, la direction, on mettra ask pour le moment. Le problème, c'est que cette fonction-là, elle fait appel à la fameuse variable globale $_get. Et je peux pas lui dire, ah ben j'aimerais bien que tu fasses la fusion avec ces données-là, plutôt que d'utiliser la grosse variable. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que ça serait plus pertinent de lui dire, bon ben voilà, je vais te donner un premier paramètre, les données, et c'est ces données que tu devras utiliser. Et je vais faire la même chose ici. Donc je lui passerai un premier paramètre, les données, qui serait un tableau, et ensuite tu n'utilises pas la variable globale. Comme ça, j'ai quelque chose qui sera beaucoup plus facile à réutiliser. Et ça implique effectivement de revenir dans mon index.php et de rajouter ce tableau de données. Ce qui n'est pas forcément très compliqué. Vous voyez, ça fait un tout petit paramètre et le problème est réglé. Mais l'avantage, c'est que je peux, si je le souhaite, modifier les choses et je ne suis pas obligé de me baser sur cette variable globale. On verra que ça aura aussi un intérêt pour les tests, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, essayez de toujours garder ça en tête. Si possible, dans vos fonctions, n'utilisez pas de variable globale. Préférez toujours passer des variables si vous en avez besoin. Et là, je lui passe aussi les données. Donc je me retrouve avec cette URL que je peux utiliser à cet endroit-là. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc je vais réactualiser ma page. Je vois que tous mes liens sont maintenant visibles. Et quand je passe dessus, en bas, on voit que ça m'affiche bien adresse, ville et prix. Si je clique, ça organise par prix. Si je clique ici, ça organise par prix, par ville, et là par adresse. Donc il me faudrait maintenant un indicateur visuel permettant de savoir si c'est cette colonne qui est utilisée pour le tri. Donc j'avais utilisé un triangle pour la démo, mais là on va simplement utiliser un chevron vers le bas ou un chevron vers le haut, en utilisant l'accent circonflexe ou le V. C'est plutôt subtil. Je vais donc créer une variable icône, et par défaut ça sera vide. Maintenant, je vais vérifier, est-ce que la colonne par laquelle j'essaie d'organiser, donc c'est cette colonne-là, est-ce qu'elle est égale à la colonne qui correspond à mon en-tête. Donc ici, par exemple, je suis sur la colonne name. Si je détecte que dans l'URL, on essaie d'organiser par name, ça veut dire que je dois changer l'icône. Donc je dois mettre une icône qui sera, par exemple, le signe V. Maintenant, j'injecte cette icône après mon label et après un petit espace. Donc si je réactualise ma page, hop, suivant la colonne sur laquelle je suis, on voit qu'on a cette petite icône. Maintenant, elle ne représente pas forcément les bonnes choses parce que je suis dans l'ordre croissant. Donc normalement, c'est l'accent circonflexe qui permet de représenter les choses. Si je réactualise, ça fonctionne. Maintenant, si je suis en décroissant, il faudrait que ce soit l'autre icône qui soit utilisée. Donc il me suffit ici de dire direction égale ask. Si c'est croissant, dans ce cas-là, ça sera cette icône-là. Dans le cas contraire, ça sera l'autre icône. Et hop, j'ai maintenant quelque chose qui est capable de s'adapter. Dernière petite chose, il faut que je change aussi le paramètre que l'on a dans l'URL. On peut alors faire la même chose, alors peut-être en allant sur une ligne pour que ça soit un petit peu plus clair. On lui dira si la direction, donc c'est la direction qui est actuellement dans l'URL, elle est égale à ask, à croissant. Dans ce cas-là, on affichera décroissant. Dans le cas contraire, on ira dans l'ordre croissant. Donc ça veut dire que si on a déjà un ordre dans l'URL, on inverse l'ordre tout simplement. Ça va plutôt bien fonctionner, à l'exception d'un cas. Si je clique sur prix ici, ça organise les prix de manière croissante. Par contre, si je clique sur adresse, ça affiche les adresses de manière décroissante, alors que ça devrait le faire aussi de manière croissante. Parce qu'il faut lui dire de n'inverser le signe que si le filtre est déjà sur la clé en cours. Donc on rajoute cette même condition ici. Et cette condition. Dans ce cas-là, si je clique sur prix, ça m'affiche par ordre croissant.
Mais quand je vais cliquer sur adresse, il va voir que on n'est pas déjà sur ce type de filtre, donc il m'affiche les choses de manière croissante. Par contre, si je viens à recliquer sur adresse une fois, il inverse. Donc là, on a notre système de filtre. Et on a fini avec tout notre système. On a la possibilité d'avoir une recherche, la possibilité d'organiser de manière croissante ou décroissante suivant les critères que l'on souhaite, la possibilité de filtrer, et grâce à notre URL helper, à chaque fois on garde les paramètres. C'est-à-dire que quand on a une recherche et qu'on organise, notre recherche n'est pas perdue. Et ça, c'est super bien. Et on a terminé avec cet exercice. Donc c'est un exercice qui est très important parce que c'est quelque chose que vous allez être amené à faire assez souvent sur un site web. Réorganiser des données, afficher les données d'une certaine manière et les présenter sous forme de tableau comme ça, c'est quelque chose qu'on fait véritablement souvent. Même si vous affichez les choses sous forme de carte ou ce genre de choses, c'est toujours un dérivé de cette procédure-là. Il y a toujours un système de boucle qui va permettre d'afficher du contenu HTML. En revanche, on notera que ici, on a utilisé une approche qui est plutôt procédurale, on a écrit les choses un petit peu au fur et à mesure, et de la même manière, on a utilisé simplement des classes pour mettre des méthodes statiques. C'est-à-dire qu'on a utilisé nos classes pour ranger nos fonctions, et on n'a pas forcément utilisé la notion d'instance et d'objet. On verra comment on peut réorganiser certaines parties de ce code-là dans un autre chapitre qui sera consacré au test unitaire et à la création d'un query builder. Donc j'espère que cet exercice n'a pas été trop compliqué et si vous êtes motivé, essayez de faire un système qui permette de filtrer aussi par prix. Vous pourriez mettre le prix minimum et le prix maximum et en fonction de ce que remplit l'utilisateur, vous filtrez les données. Voilà, ça peut être un bon exercice si vous voulez pousser les choses un petit peu plus loin. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain exercice.